Il a parlé. Et dès cet instant, le silence n'était plus une option. Un chef d'État africain n'a pas annoncé une politique, ni une réforme, ni une guerre. Il a déclaré une fracture intérieure devenue publique, pas une provocation, une conséquence. Ce moment n'est pas né d'un excès d'émotion, il est le résultat d'années de compression, de retenue, de calcul, de peur maîtrisée. Lorsqu'un homme placé au sommet du pouvoir religieux, militaire et symbolique affirme que la question n'est pas islam ou christianisme, mais vérité ou peur, il ne parle pas de foi. Il déstabilise une architecture entière de contrôle, car dans les sociétés sous tension, la foi n'est jamais seulement spirituelle, elle est un marqueur, un code d'appartenance, un mécanisme de stabilité. Ce qui a été brisé ici n'est pas une tradition, c'est une illusion de lisibilité. Pendant des années, il a tenu deux postures, un état assis, l'une visible, l'autre réelle, et ce double équilibre n'était pas une faiblesse morale. C'était une stratégie de survie, mais toute stratégie a un coût différé, et le coût de la dissimulation n'est pas immédiat. Il s'accumule, il s'infiltre, il fissure. Le moment décisif n'est pas la confession, c'est le refus du cadre imposé, refuser de répondre à une question conçue pour rétablir l'ordre, pas pour comprendre la vérité. Dans cette pièce fermée, face aux autorités religieuses, le vrai conflit n'était pas théologique, il était structurel, les institutions demandaient de la clarté, la conscience exigeait de l'intégrité. Quand la clarté devient une arme, l'honnêteté devient une menace. Ce qui a été dit ce jour-là n'a pas seulement isolé un homme, cela a révélé une faille plus large. 2. Quand un leader ne peut être entier sans être expulsé d'un camp, alors le système ne protège pas la foi, s'il protège la conformité, et une fois que cette logique est exposée, elle ne peut plus être refermée. Ce qui a suivi n'a pas explosé, cela s'est déplacé, mais pas de cris, pas de condamnation publique immédiate, seulement un glissement lent, presque clinique, de la confiance vers la méfiance. C'est ainsi que les systèmes matures réagissent aux anomalies. Ils ne frappent pas d'abord, ils refroidissent. Dans les espaces musulmans, rien n'a été officiellement rompu, mais quelque chose s'est retiré. La familiarité, la chaleur implicite, la certitude de l'appartenance. Ce retrait n'était pas haineux, il était douloureux, car quitter une foi n'est pas perçu comme une divergence intellectuelle, c'est vécu comme une perte relationnelle. En parallèle, l'autre côté n'a pas ouvert ses bras sans réserve, la confession ne suffisait pas, on voulait des preuves, du temps, des coups visibles, car dans les contextes africains, la foi affichée par le pouvoir est toujours suspecte, trop souvent utilisée, trop souvent instrumentalisée. Ainsi, il s'est retrouvé dans un espace que les sociétés tolèrent mal, de deux, entre les camps, ni pleinement accueilli, ni totalement rejeté, simplement déplacé hors des cadres habituels. C'est ici que l'analyse devient politique. Un leader peut survivre à l'opposition, il peut même capitaliser sur le conflit, mais l'ambiguïté forcée, elle, érode, car une autorité qui ne peut être classée devient imprévisible, et l'imprévisibilité inquiète plus que l'hostilité. Ce n'est pas sa foi qui a provoqué l'inconfort, c'est son refus de jouer un rôle simplifié. Les institutions religieuses, comme les États, fonctionnent sur des frontières nettes et elles ont besoin de catégories pour maintenir la stabilité. Un homme qui affirme « 2. Je ne renie pas ce qui m'a formé, mais je ne peux plus y appartenir », crée une dissonance dangereuse, car si cette posture devient acceptable, alors la question change pour tous. 2. Combien vivent déjà divisés par loyauté, pas par conviction. 3. À ce stade, il n'est plus question de spiritualité personnelle, il est question de contagion morale. Quand l'intégrité individuelle commence à concurrencer l'obéissance collective, le système sent le risque. Et ce risque n'est pas théorique, il est structurel. À partir de ce point, la question n'est plus ce qu'il croit, la question devient ce que son choix autorise à ça. Car lorsqu'un homme en position de pouvoir accepte publiquement le prix de l'intégrité, il modifie silencieusement le champ du possible,
Pas par discours, par précédent, ayant rien ici n'a été improvisé. La longue période de silence, la double vie, la retenue calculée n'était pas des hésitations naïves, c'était une gestion du risque, social, politique, spirituel. Il savait que parler trop tôt aurait fracturé. Il savait aussi que se taire trop longtemps aurait corrompu. Ce type de tension ne naît pas d'un conflit de doctrine, il naît quand la loyauté cesse d'être alignée avec la conviction, quand la survie sociale commence à exiger un mensonge intérieur. À ce stade, la foi devient secondaire. Ce qui est en jeu, c'est la gouvernabilité de la vérité. Un leader divisé intérieurement peut encore fonctionner. Un leader qui assume publiquement sa division force les autres à regarder la leur, et c'est cela qui inquiète. Parce que si un chef peut dire « 2, je reconnais ce qui m'a formé » sans m'y soumettre entièrement, alors la frontière entre héritage et destin devient négociable dans des sociétés marquées par la violence, le colonialisme et la fragilité institutionnelle. Cette négociation est perçue comme une menace directe, non pas parce qu'elle détruit la foi, mais parce qu'elle affaiblit l'obéissance automatique. Ce n'est pas un hasard si la demande était binaire, islam ou christianisme. Les systèmes en crise exigent des réponses simples, pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles sont contrôlables. Refuser ce cadre, c'était refuser la pacification par l'étiquette, et une fois cette porte ouverte, elle ne concerne plus un homme, elle concerne tous ceux qui vivent déjà dans le compromis silencieux. C'est là que la pression change de nature. Et bientôt, elle ne vise plus à corriger, elle vise à contenir, car si la vérité peut être dite sans violence immédiate, alors le mensonge n'est plus une nécessité collective, mais un choix individuel, et quand le mensonge devient un choix, il devient moralement défendable de le refuser. Ce basculement est lent, mais il est irréversible. À ce stade, le système ne débat plus, il évalue les dommages, pas les dommages immédiats, les dommages différés, ce que ce geste rend possible demain, car le danger n'est jamais l'homme qui parle, et le danger, c'est l'homme qui prouve qu'on peut parler et survivre. Jusqu'ici, la règle implicite était claire, de dire l'intégrité est tolérée tant qu'elle reste privée, la foi est respectée tant qu'elle est prévisible. La conscience est admise tant qu'elle ne perturbe pas l'ordre. Cette déclaration a rompu ce pacte silencieux. Elle n'a pas appelé à la conversion, elle n'a pas attaqué l'islam, elle n'a pas glorifié le christianisme. Elle a fait quelque chose de plus subversif. Elle a dissocié la formation de la destination, l'héritage de l'obéissance finale dans des contextes fragiles. Cette dissociation est explosive parce que si la formation ne dicte plus l'issue, alors la loyauté cesse d'être automatique, elle devient consciente, et la loyauté consciente est toujours conditionnelle. C'est ici que le pouvoir religieux et le pouvoir politique se rejoignent. Tous deux préfèrent la stabilité à la sincérité, non par cynisme pur, mais parce qu'ils savent ce que coûte l'incertitude collective. Or, cette prise de parole introduit une incertitude nouvelle. Et si l'honnêteté intérieure devenait une valeur publique? 3S. Si cela se normalise, alors le silence ne sera plus perçu comme sagesse, mais comme évitement. Et une fois que cette lecture s'installe, le coût du non-dit augmente pour tous. Ce n'est pas un accident que l'isolement est suivi. L'isolement est une technique douce, socialement acceptable, terriblement efficace. Il ne punit pas, il dissuade. Il envoie un message clair sans déclaration officielle. 2. Voici le prix de la complexité. Mais cette stratégie comporte un risque majeur, car elle suppose que la solitude brise toujours les individus. Or, parfois, elle les clarifie, et un leader clarifié est plus dangereux qu'un leader populaire, parce qu'il n'agit plus pour préserver l'appartenance, il agit pour préserver l'alignement. À partir de là, chaque décision est relue différemment. Chaque silence, chaque parole, chaque retenue. La question n'est plus à quel camp appartient-il, le 3S. La question devient que choisira-t-il lorsque l'ordre et la vérité entreront en collision.
3S. Et cette question, une fois posée, ne peut plus être retirée. C'est ici que le récit cesse d'être personnel. Ouais, il devient systémique, parce qu'un leader qui choisit l'alignement intérieur ne change pas seulement sa trajectoire, il modifie les critères invisibles du pouvoir. Dans de nombreuses sociétés, surtout sous pression sécuritaire, la gouvernance repose sur une fiction tacite, l'ordre prime sur la vérité, la cohésion sur la cohérence, la performance sur la sincérité. Cette fiction fonctionne tant que personne ne la nomme, mais le moment où un dirigeant affirme que le plus grand danger n'est pas la division religieuse, mais la fragmentation intérieure, quelque chose se fissure dans la logique même du commandement, car un pouvoir fondé sur la dissimulation suppose une chose essentielle, que le leader accepte d'être divisé. Ce qu'il a fait, c'est refuser ce rôle, pas par bravade, par épuisement, il a mis des mots sur une réalité que beaucoup vivent sans jamais la formuler. On peut gouverner un pays tout en se trahissant soi-même, mais on ne peut pas le faire indéfiniment sans transmettre cette fracture à l'extérieur. Un dirigeant fragmenté produit des décisions fragmentées, des politiques incohérentes, des compromis sans ligne morale claire. Ce n'est pas une faute individuelle, c'est une conséquence structurelle. Dans le contexte du Sahel, où la violence armée est souvent expliquée par l'économie ou l'idéologie, cette prise de parole introduit une autre lecture, plus inconfortable. Il y a le vide de sens, quand les populations sentent que leurs dirigeants jouent un rôle, même un rôle vertueux. La confiance s'érode, et quand la confiance s'érode, la radicalité gagne du terrain. Ce n'est pas un hasard si la foi mal vécue devient violence, ni si la foi niée devient désespoir. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas le christianisme contre l'islam, et c'est la question de savoir si un leader africain peut être spirituellement honnête sans être immédiatement disqualifié. Car si la réponse est non, alors le message envoyé à toute une génération est clair, de survie, mais ne soit pas entier. Et ce message a un coût à long terme. Il forme des élites capables de calcul, mais incapables de confession, des responsables experts en stratégie, mais étrangers à leur propre conscience. À ce stade, la décision qu'il a prise agit comme un révélateur. Elle n'impose rien, elle expose. Elle expose les institutions qui demandent de la foi sans tolérer le chemin. Elle expose les communautés qui exigent de l'appartenance sans accepter la complexité. Elle expose les États qui préfèrent des leaders lisibles à des leaders vrais et dignes. Et cette exposition crée une pression nouvelle, car désormais, 3 scénarios deviennent possibles. Si cette posture est acceptée, même partiellement, alors l'Afrique ouvre un espace inédit. Celui de dirigeants responsables devant Dieu avant d'être responsables devant les foules. Si elle est rejetée frontalement, alors le message est tout aussi clair. La stabilité exige le mensonge intérieur. Et si elle est ignorée, si l'on choisit le silence collectif, alors la fracture continue de travailler en profondeur jusqu'à réapparaître sous une forme plus violente, moins contrôlable. Ce choix n'est pas abstrait, il est en cours et c'est précisément pour cela que ce récit dérange, parce qu'il oblige à regarder une réalité que beaucoup préfèrent contourner. Une nation ne s'effondre pas seulement par manque de ressources, mais par excès de duplicité tolérée. Dans Cassia, et un leader qui refuse cette duplicité, même isolé, introduit une variable que le système ne sait pas neutraliser facilement. À partir de là, la question n'est plus morale, elle devient stratégique. Car un leader qui n'est plus gouverné par la peur de perdre l'appartenance devient difficile à prévoir. Et ce que le pouvoir ne peut prévoir, il cherche à contenir, mais la contention n'agit pas toujours comme prévu. L'isolement social, le refroidissement relationnel, la suspension implicite de la confiance avait un objectif clair, signaler les limites, rappeler le prix, réinstaurer la prudence. Or, cette stratégie repose sur une hypothèse fragile, que l'homme isolé cherchera à revenir. Mais que se passe-t-il lorsque l'isolement ne produit pas le retour, mais la consolidation intérieure?
3S. Lorsqu'un leader accepte de perdre le confort symbolique pour préserver la cohérence intime, son rapport au pouvoir change. Il n'a plus besoin de plaire au bloc religieux, il n'a plus besoin de rassurer par des signaux identitaires. Il commence à gouverner depuis un autre centre de gravité et cela inquiète profondément les systèmes établis. Parce que ce type de leadership ne peut pas être facilement négocié. On ne lui offre pas une appartenance en échange du silence. On ne l'intimide pas avec la menace de l'exclusion. Il a déjà payé. À ce moment précis, un basculement discret s'opère. La foi cesse d'être un instrument de légitimation. Elle devient une contrainte morale. Et une contrainte morale est toujours dangereuse pour le pouvoir, y compris pour celui qui la porte, car elle introduit des lignes rouges non négociables. Des décisions qui ne peuvent pas être justifiées uniquement par l'efficacité ou la survie politique. Dans des régions où la violence est souvent rationalisée par la nécessité, cela crée une tension nouvelle de 2. Jusqu'où peut-on aller sans se perdre ? 3. Cette question ne concerne plus un homme. Elle s'adresse à toute une génération de dirigeants africains. Ce récit leur montre quelque chose de troublant. 2. Il est possible de perdre des cercles d'influence et de gagner en autorité intérieure, mais il leur montre aussi le coût réel, la solitude, la suspicion permanente, l'impossibilité de revenir à l'innocence d'avant. Ce choix n'est pas héroïque, il est lourd, et c'est précisément pour cela qu'il est crédible. À partir de là, chaque silence du système devient révélateur, chaque absence de réaction officielle, chaque évitement, car ne pas répondre, c'est aussi choisir de ne pas ouvrir la discussion, choisir de ne pas créer de précédent, choisir de laisser la tension travailler sous la surface. Mais l'histoire montre une constante, les tensions non traitées ne disparaissent pas, elles se déplacent, elles se transforment. Et plus elles sont contenues longtemps, plus leur retour est brutal. Ce récit n'est donc pas une parenthèse spirituelle, c'est un test de maturité collective, un test de la capacité à tolérer un leadership qui ne se réduit pas à des étiquettes. La vraie question désormais est simple, mais inconfortable. Le système africain peut-il intégrer l'intégrité sans perdre l'équilibre ? 3. Ou devra-t-il continuer à sacrifier la vérité intérieure pour préserver une stabilité de façade ? 3. À ce stade, le récit agit comme un miroir, pas pour les croyants, mais pour les systèmes, car ce qui est désormais visible, c'est une ligne de fracture plus profonde que la religion. 2. La peur de la cohérence. Les institutions peuvent tolérer l'hypocrisie, elles peuvent même la récompenser parce qu'elle est prévisible, gérable, négociable. Mais la cohérence, elle, ne se négocie pas. Un leader qui a cessé de jouer un rôle devient difficile à intégrer dans les calculs classiques. Il ne parle plus pour rassurer. Il ne se tait plus pour protéger l'image. Il mesure les décisions à l'aune d'une fidélité intérieure, pas d'un consensus immédiat. Cela ne le rend pas moralement supérieur. Cela le rend structurellement différent. Et cette différence crée un malaise diffus, parce qu'elle oblige les autres à se positionner. Ceux qui ont choisi la survie par l'ambiguïté se sentent exposés. Ceux qui ont confondu discipline et conformité se sentent questionnés. Ceux qui ont sacrifié la vérité au nom de la stabilité se sentent soudainement responsables. Et ce n'est pas un conflit ouvert, c'est un déplacement de gravité. La question n'est plus 2, quelle est sa foi ? 3, mais 2, que révèle-t-il de la nôtre ? Et ce renversement est dangereux pour tout système fondé sur le non-dit, car une fois que l'intégrité devient visible, le compromis cesse d'être neutre. Il devient un choix. Dans ce contexte, 3 réactions émergent. La première est la disqualification. 2, réduire le récit à une singularité, un cas isolé, un homme atypique. La deuxième est la récupération. 2, transformer la confession en symbole, en message édulcoré, sans en accepter les implications réelles. La troisième est le silence organisé. 2, ne pas attaquer, ne pas valider, laisser le temps diluer l'impact. Mais aucune de ces options ne neutralise entièrement ce qui a été introduit. 2, l'idée qu'un leader africain peut refuser de se fragmenter intérieurement.
même si cela coûte, et une idée, une fois formulée, travaille indépendamment de la volonté de ceux qui l'ont entendue. Elle s'installe dans les conversations privées, dans les doutes muets, dans les décisions prises tard le soir. Loin des micros, ce récit n'impose pas un modèle, il ouvre une brèche, et ce qui entrera par cette brèche dépendra de ce que les sociétés africaines choisiront de faire avec cette question devenue impossible à éviter de peut-on construire l'avenir sur des leaders entiers ou seulement sur des leaders adaptés. 3 heures, dire un tout à la fin, et il ne reste pas une conclusion, il reste un choix. Ce récit ne demande pas l'adhésion, il ne cherche pas l'approbation, il pose une ligne de faille. Car une fois qu'un leader affirme publiquement que la plus grande menace n'est pas la perte de pouvoir, mais la perte d'intégrité, il force une société entière à se regarder sans filtre. Si cette posture est acceptée, même imparfaitement, alors quelque chose change durablement, la vérité intérieure cesse d'être un luxe privé, elle devient une responsabilité publique. Si elle est rejetée, si elle est étouffée au nom de la stabilité, alors le message est tout aussi clair. De Diane, la paix sociale exige le mensonge silencieux et ce mensonge formera les dirigeants de demain. Et si l'on choisit l'indifférence, si l'on laisse ce moment s'effacer sans débat, alors la fracture continuera son travail souterrain jusqu'à se manifester ailleurs sous une forme moins maîtrisable, plus violente. Plus coûteuse, il n'y a pas d'issue confortable, car l'intégrité n'offre jamais de solution simple. Elle retire les refuges, elle expose les contradictions, elle oblige à choisir sans garantie. Ce récit ne dit pas que la foi sauve les nations, il dit autre chose. De plus dérangeant, il y a une nation dirigée par des hommes divisés finit toujours par reproduire cette division. L'Afrique n'est pas seulement en quête de sécurité, de développement ou de reconnaissance, elle est en quête de cohérence. Et cette cohérence commence là où peu osent regarder, dans la capacité de ces dirigeants à ne plus négocier avec leur propre conscience. La question n'est donc pas religieuse, elle est existentielle. Qu'acceptons-nous de perdre pour ne pas nous mentir? 3S. Si ce récit vous a obligé à réfléchir, partagez-le. Pas pour convaincre, pour ouvrir une conversation que beaucoup évitent encore. On en a